Bienvenue, si vous nous rejoignez à la Nuit du droit pour ce grand débat. J'accueille pour cette première partie Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie. Bonsoir. Olivier Daugé, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, administrateur de la FNSEA en charge des questions climatiques et énergétiques, c'est bien ça? C'est cela. Bonsoir. Cécile Duflot, bonsoir. Directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement. Et Jean-François Longeot, bonsoir. Bonsoir. Sénateur centriste, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Alors le virage vers le zéro carbone à l'horizon 2050, la participation à la transition énergétique, les objectifs en termes de réduction de la pollution, de sauvegarde de la biodiversité, tout cela est désormais affiché aujourd'hui par la plupart des acteurs économiques du pays, dont les représentants du secteur de l'énergie et de l'agriculture qui sont avec nous ce soir. Ces objectifs sont-ils le fruit d'une évolution naturelle, d'une prise de conscience sociétale, ou bien sont-ils apparus sous la contrainte? Quel rôle le droit, plus largement les procédures, le respect des normes jouent-ils dans ce virage? Faut-il créer de nouveaux délits d'atteinte à l'environnement ou même d'écocide? Les acteurs économiques deviennent-ils vertueux parce que le droit les y oblige? Voilà toutes ces questions qu'on va se poser. Je vais faire un premier tour de table. Jean-Pierre Clamadieu, je l'ai dit, vous êtes le PDG d'Engie. Effectivement, aujourd'hui, Engie se présente comme le leader de la transition énergétique et climatique. Vous mettez en avant le biogaz, l'éolien. À l'origine, votre métier, c'est le gaz, qui n'est pas forcément très, très vertueux en termes d'émissions d'effet de serre. Alors, voilà, pour résumer un petit peu ma question, vous y allez parce que vous n'avez pas le choix ou vous y allez parce que c'est un mouvement naturel, on va dire? Alors, ce n'est pas un mouvement naturel. La transition énergétique et climatique, c'est quelque chose qui suppose des mobilisations de ressources très très importantes, mobilisation d'équipes. Pourquoi est-ce qu'on y va? On y va parce que l'ensemble de nos parties prenantes nous disent avec force que c'est la bonne direction. Et quand je dis parties prenantes, je pense à nos clients, je pense aux collectivités, aux gouvernements des pays dans lesquels on opère. Je pense de plus en plus à nos investisseurs. Et je pense qu'on a vu cette année une réelle rupture dans la manière dont les investisseurs, les acteurs financiers qui investissent dans des groupes comme Engie se positionnent sur ces sujets de transition énergétique et climatique. Et l'ensemble de ces éléments fait qu'un groupe comme Engie dit aujourd'hui, en 2045, je serai neutre en carbone. Donc je serai dans une situation dans laquelle je n'émettrai plus de gaz à effet de serre, ce qui est un énorme challenge pour un groupe dont le métier, vous l'avez rappelé, dans le métier historique, est de transporter, de distribuer du gaz. Et donc ça veut dire qu'il faut faire de très gros efforts, alors à la fois pour sortir d'activités comme la production d'électricité à base de charbon. Le charbon ne représente plus, c'est probablement trop, que 4% du mix énergétique du groupe, mais on s'est engagé en 2025 en Europe et en 2027 dans le reste du monde à sortir complètement du charbon. Investissement massif dans les renouvelables, éolien, solaire, biogaz, et puis la recherche d'autres outils de décarbonation, en particulier du gaz, puisque nous croyons, nous, que le gaz gazeux, si je puis dire, a des caractéristiques qui le rendent très important dans la transition énergétique et climatique. Le gaz se transporte facilement, il se stocke très facilement, il se déstocke rapidement. Simplement, il faut qu'il se décarbone, et ça, à terme, c'est l'hydrogène. Donc on a un ensemble de démarches très articulé, avec un horizon 2045 qui est très clairement affiché et qui aujourd'hui sert de guide aux décisions que prend le groupe. À titre d'exemple et sans faire trop long, on a dans le groupe un budget carbone, puisqu'on veut limiter nos émissions, et on donne à chaque entité une sorte de droit à émettre du CO2. Et quand on regarde des projets, par exemple de production d'électricité, on est amené à faire des choix pour dire non, si on veut rester dans notre budget carbone, on peut se permettre de faire ceci, mais pas cela. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un des éléments très très importants du pilotage opérationnel du groupe et bien sûr de notre stratégie et de l'affectation des moyens aux objectifs que nous nous sommes fixés. Olivier Daugé, pour la FNSEA, je disais, vous êtes responsable des questions climatiques et environnementales. J'ai l'impression que l'agriculture, en tout cas, je reprends les mots de Christiane Lambert, c'était lors de l'Assemblée générale de la FNSEA, elle disait qu'il y a un virage historique qui positionne la FNSEA comme un acteur opérationnel de la lutte contre le changement climatique, un virage comparable à celui des années 60 qui oblige à nous réformer, nous adapter, à entraîner l'agriculture sur des chemins nouveaux. C'est vrai que ça semble... Alors voilà, c'est un discours qu'on entend, qu'on a envie d'applaudir, formidable, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, même question un petit peu qu'à Jean-Pierre Clamadieu, est-ce que finalement l'agriculture, qui est souvent pointée du doigt comme étant émettrice de gaz à effet de serre, doit se réformer, elle n'a pas le choix, elle y va joyeusement ou elle y va de manière un petit peu compliquée quand même?
De manière compliquée, oui, mais elle doit y aller, et ce n'est pas simplement la FNSEA, c'est le président des chambres aussi qui vous parle. C'est-à-dire que c'est une transition très importante pour l'agriculture qui est une transition, c'est un petit peu comme pour Engie, je dirais, qui est nécessaire. L'agriculture est victime cause-solution du climat. Et dans ce cadre-là, on doit revoir l'ensemble des systèmes avec le réchauffement climatique. Il y a toute une série de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain. On parle beaucoup d'agriculture avec des couverts végétaux, de ce genre de choses, qui permettent de capter plus de carbone, qui permettent de répondre aussi à l'enjeu, on parlait du gaz, mais à l'enjeu de la méthanisation, qui permettent aussi d'avoir des exploitations qui sont beaucoup plus résilientes par rapport à la chaleur et par rapport à l'eau. Donc pour l'agriculture, c'est une transition qui est vitale quelque part. Mais pour l'ensemble des agriculteurs. Alors certes, la FNSEA, on en a fait notre rapport d'orientation parce qu'on estime qu'il faut qu'on accompagne au maximum le monde agricole pour ne pas tromper le monde agricole. On arrête d'opposer agriculture et environnement. Il ne faut pas, pour moi, et je m'occupe d'environnement au niveau agricole depuis longtemps, ce n'est pas une opposition, c'est une transition qui est nécessaire. Et justement, il y avait une phrase tout à l'heure qui m'a interpellé à la table ronde avec Alain Bougain-de-Bourg. Le vivant, c'est l'incertitude, le droit, c'est l'incertitude. Et je pense que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit avec le vivant, et le vivant on ne le maîtrise pas à 100%, il est lié au climat, il est lié à plein de choses, il est lié au sol, il est lié à des choses indépendant de l'agriculteur, même s'il a mis tous les systèmes en œuvre, il peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas celles auxquelles il pensait et devoir rechanger et ainsi de suite. Et on a en face de nous un droit qui est beaucoup plus rigide, ce qui est normal. Je ne suis pas du tout juriste et je ne me permettrai pas de donner des leçons de droit. Mais pour l'agriculture, c'est compliqué. C'est pareil, une transition comme celle-ci, c'est une transition qui nécessite de se projeter vers l'avant. Et en agriculture, on a des cycles annuels et on ne change pas l'agriculture d'un claquement de doigts en 15 jours, 3 semaines. C'est se projeter en avant, c'est se projeter sur plusieurs années, sur pas mal d'années, avec des investissements lourds, avec des prises de risques importants. Et on a aussi besoin d'un droit qui aille dans le sens de la transition, bien sûr, mais qui soit relativement stable, ou en tout cas qui donne un cap relativement stable, qui permet aux agriculteurs d'investir dans ces nouveaux systèmes sans devoir se retrouver avec des changements de réglementation très fréquentes qui ont des conséquences financières importantes, voire des conséquences sur les systèmes qu'il a voulu mettre en place. Mais pour l'agriculture, pour l'ensemble des systèmes agricoles, cette transition, elle est véritablement vitale pour les années qui viennent. Donc, on recherche, nous aussi, d'un accompagnement juridique qui permette d'accompagner cette transition en prenant en compte la réalité aussi du terrain, la réalité du métier, qui est un métier, encore une fois, qui travaille avec le vivant. En faisant peut-être un droit qui ne vient pas que d'en haut et qui s'étale en bas, mais qui vient aussi de la réalité du bas. Je ne dis pas que tout est mal en haut et tout est bien en bas, mais je pense qu'il y a un mélange entre les deux qui est nécessaire. Je vais continuer mon tour de table. Alors, avec vous, Cécile Duflot, donc Lydie, vous êtes ici présidente, que je ne dise pas de bêtises, directrice générale d'Oxfam France. Je crois que vous étiez dans ce recours dont on a déjà beaucoup parlé, l'affaire du siècle, recours sur la responsabilité de l'État dans le préjudice écolique dû au gaz à effet de serre. Alors voilà, vous ne situez pas au même endroit que Jean-Pierre Clamadieu et Olivier Daugé. Vous êtes là en tant que représentant des ONG. Le droit est devenu un outil extrêmement puissant. Est-ce que c'est un outil de contrainte parce que notamment certains acteurs ne vont pas assez vite dans cette fameuse transition énergétique qu'aujourd'hui tout le monde appelle de ses voeux? Je crois qu'il n'y a plus quelqu'un qui va dire ça m'est égal. On n'y va pas. Alors, il n'y a plus quelqu'un qui va le dire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. C'est tout le discours, en tout cas, a changé. Donc, on peut dire qu'on a gagné dans le discours. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, le droit, c'est un élément de la démocratie. Donc, on agit dans un cadre démocratique, et dans ce cadre démocratique, on utilise un outil que les ONG n'avaient pas encore utilisé, en tout cas pas les nôtres et pas sur la question climatique, qui est la question du respect du droit. Et du respect surtout des engagements pris par l'État. Alors, la question des engagements pris au niveau international, c'est la question de l'accord de Paris et de son opposabilité. Donc, ça ouvre un débat juridique qui est un débat vaste, mais surtout sa traduction dans les dispositions législatives françaises. Je pense que c'était un bon outil. Alors, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un journaliste assez connu dire que c'est une démarche militante. Alors, je peux vous dire, pour avoir été à la naissance du recours, que notre objectif, et notre objectif c'est toujours le cas, même si on a gagné une première fois, c'est non seulement de gagner, mais qu'en plus, ça aboutisse à des effets sur l'action de l'État. Deux raisons importantes. La première, c'est que quand l'État prend des engagements qu'il ne tient pas, en fait, il doit être rappelé à l'ordre. Et les institutions prévues pour le rappeler à l'ordre, c'est la juridiction administrative, c'est le droit. Donc ça existe quand il a des obligations sur différents sujets. On peut imaginer que sur les obligations climatiques, ce soit la même chose.
Donc, je suis consciente que ça a posé des débats, y compris au sein de cette maison. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu l'affaire du siècle, nous aurions et vous auriez organisé ici au Conseil d'État un débat autour, toute une soirée, toute une nuit, autour de l'écologie. C'est-à-dire que, en fait, je suis très contente que ça ait mis le pied dans la porte de la responsabilité des juges. Parce qu'on parle du droit, mais en fait, il y a une décision à prendre. Et il y a des moments où les juges prennent des décisions faciles. Il y a toute une jurisprudence, on sait ce qu'il y a à faire. Là, c'est plus compliqué. Et c'est plus compliqué de se dire, est-ce que c'est au tribunal de dire au gouvernement ce qu'il doit faire ? Le débat est encore ouvert, on attend une décision. La carence fautive a déjà été reconnue, donc reconnaître que l'État est en situation de carence et que c'est une faute, c'est déjà un premier grand pas. Le deuxième pas, ce sera de dire à l'État de l'enjoindre à agir. Et le troisième, parce que tant qu'on n'arrivera pas à ce troisième, et ça c'est un autre problème, l'État n'est pas justiciable comme les autres, parce que même sous le coup d'une injonction, ça ne le défrise pas forcément. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et donc la troisième étape, ce sera de dire comment on contraint davantage l'État, et notamment comment on demande une astreinte pour dire si l'État n'est pas capable d'agir, on peut agir en se substituant grâce à cette astreinte, qui doit pousser l'État à agir. Donc pour moi, le droit, c'est un outil démocratique. Pour les ONG qui défendent l'environnement, pendant longtemps, c'était une grande difficulté. Le droit français a été un grand frein. Enfin, il faut se souvenir de toutes les avancées législatives qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, parce que dans la Constitution française, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle n'est pas écologique. Et c'est normal, parce qu'à l'époque, personne n'était écologique. Donc il a fallu conquérir la place de l'écologie dans le droit. Et une fois que cette place a été conquise, la rendre opposable, la rendre effective. Et c'est le moment où on est. C'est-à-dire, pour moi, le moment où nous sommes, c'est pas est-ce que le droit fait avancer l'écologie, c'est il est profondément interrogé par ça. Et dans un moment où plus personne ne conteste la nécessité d'agir, peut-être qu'il sera l'obligation impersonnelle, ce qui existe en anglais et qui n'existe pas en français, c'est-à-dire il faut parce qu'il faut, pas parce que je te demande, mais parce qu'on le doit tous. Il sera cette obligation impersonnelle qui emmènera les acteurs à agir parce que, et ça c'est l'élément vraiment très important à retenir, même si nous étions tous exemplaires dans nos pratiques de consommation, de transport, nous n'atteindrions que 25% des objectifs de l'accord de Paris. 75% dépendent de politiques publiques. Alors de politiques comme la transformation du modèle agricole, de politiques de transport, et que pour ça, l'outil de gestion du collectif qu'est l'outil du droit, ce cadre commun, peut être un outil qui crée cette obligation, qui permet aux politiques publiques de se dérouler. Jean-François Longeot, j'ai dit vous êtes sénateur et présidez, alors que je retrouve mes petits papiers, la commission d'aménagement du territoire et du développement durable. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est le législateur, parce que finalement, le droit, c'est adapter, c'est faire... c'est faire appliquer des textes. Ces textes, il faut les écrire. Vous avez beaucoup œuvré pour améliorer la loi climat et résilience, qui a été promulguée cet été, inspirée des travaux des membres de la Convention citoyenne pour le climat. On en parlait juste avant. Que peut le législateur? Est-ce qu'il faut déjà, c'est un choix que vous avez fait aussi, créer des nouveaux délits de mise en danger de l'environnement, délits d'écocide? Alors voilà, c'est une discussion qui a été très très longue là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre plus de contraintes? Quel est votre travail du point de vue du législateur? D'abord, merci de m'avoir invité. Moi, je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés. Et avant de répondre à votre question très intéressante, je souhaiterais rejoindre votre première interrogation sur votre question du 1% que représente la France. Parce que c'est un sujet sur l'émission des gaz à effet de serre. C'est 1% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un sujet, effectivement, quand on ne veut rien faire, on dit mais on ne représente que 1%. Et je pense que dans le cadre de la loi climat et résilience, le Sénat a adopté un amendement important, fort, qui rappelle et qui conforte nos engagements européens de réduction, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Cet amendement vise, bien entendu, à conforter la crédibilité, et ça c'est primordial, la crédibilité de notre pays, parce que si on ne peut pas entraîner les autres, sinon on n'est pas crédible. Concernant l'action du Parlement, et plus particulièrement celle du Sénat, le Parlement, à travers effectivement la législation, contribue activement à l'élaboration du droit de l'environnement. Et vous l'avez dit, nous avons fait évoluer la protection judiciaire de l'environnement dans le cadre de la loi climat et résilience en renforçant les sanctions pénales en cas d'atteinte grave et durable au milieu physique,
et par la création effectivement du délit d'écocide, le relèvement du montant de nombreuses amendes prévues par le Code de l'environnement, le Parlement, son rôle, il doit être créateur de normes environnementales et puis de veiller à ce que ces normes environnementales soient appliquées. Le Parlement aussi donne une assise législative aux stratégies environnementales nationales et il est là pour inciter l'ensemble des acteurs à adopter des comportements, et le représentant de la FNSEA le disait tout à l'heure, d'inciter les acteurs à adopter des comportements écologiquement vertueux. Parce que, effectivement, de très récentes décisions, et on l'a beaucoup évoqué, que ce soit Grande Sainte du Conseil d'État et l'affaire du siècle du tribunal administratif de Paris, sont les premiers en France à véritablement placer les juges administratifs en position d'apprécier la politique climatique menée par notre pays. Et je crois qu'à mon sens, la reconnaissance par le juge administratif d'un préjudice causé par l'État pour inaction climatique dans l'affaire du siècle et la reconnaissance d'une carence de l'action de l'État dans la décision de Grande Sainte ne sont pas du tout la marque d'un gouvernement des juges en matière climatique. Ces décisions, au contraire, protègent l'autorité de la loi et les normes internationales auxquelles elle doit se conforter. Et vous me permettrez, je note que le juge ne se substitue pas au Parlement à travers cette mesure et à l'exécutif, puisqu'il reviendra à l'exécutif, à ces derniers, de définir les politiques publiques, et c'est bien à nous de définir les politiques publiques qui permettront d'atteindre, parce qu'il faut effectivement se fixer un certain nombre d'objectifs, et c'est bien de se fixer un certain nombre d'objectifs, c'est bien de fixer un certain nombre de dates, mais je crois qu'il faut que nous puissions nous y tenir et atteindre ces objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Et effectivement, tout à l'heure, sur les propos de monsieur Bougrain-Dubourg, la loi, parce qu'il disait que la loi suffisait. Je ne pense pas, d'ailleurs, parce que la loi climat et résilience... Il disait que tous les règlements étaient déjà là et qu'il fallait juste les faire appliquer. Mais sur la loi climat et résilience, on couvre à peu près, et on ne sécurise qu'un tiers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que la loi ne peut pas tout. La loi ne peut pas tout. Il faut aussi, derrière, amener des financements. On va bientôt examiner le budget de l'État. Il faut, à travers le PLF, amener des financements. Et puis, via ce PLF, de la diplomatie, via les COP. Je crois que c'est très important. Et puis, des actions concrètes au niveau des territoires. Par exemple, avec les traits de côte, on en a parlé, les ZFE et autres. Voilà ce que je souhaitais dire sur, effectivement, la loi doit évoluer et je me permets quand même d'évoquer les propositions du Parlement qui n'a pas fait l'objet de décisions gouvernementales et pour lesquelles nous avons, le Sénat, fait des propositions importantes comme la pollution liée à l'empreinte environnementale, le doublement du fret ferroviaire, sont quelques exemples, mais je crois que le Parlement doit jouer pleinement son rôle pour inciter effectivement à mieux gérer ces émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais demander à messieurs Clamadieu et Dauger, est-ce que la norme, le droit, on voit bien qu'il y a je vais dire une inflation, mais c'est déjà un jugement de valeur si je dis ça, mais qu'il y a, avec les objectifs qu'il est nécessaire d'attendre, la loi édicte des normes, des règlements. Est-ce que parfois le droit n'est pas aussi quelque chose qui peut être un frein au changement, Jean-Pierre Clamadieu ? Oui, bien sûr, le droit peut être un frein. Alors d'abord, les entreprises, elles ont besoin de droit. Enfin, le droit, c'est quelque chose qui permet de créer des cadres qui nous donnent une forme de sécurité juridique. Et quand on investit, et c'est souvent le cas dans les métiers de l'énergie, quand on investit des montants très importants, avec des temps de retour qui sont longs, il faut qu'on ait effectivement une forme de sécurité juridique. Alors, ceci dit, prenons un exemple très, très concret. Je pense que la France a un besoin très fort d'investir dans les énergies renouvelables. Au sein des énergies renouvelables, il y a un sujet qui nous paraît, à nous énergéticiens, très important, c'est l'éolien en mer. Pourquoi ? Parce que quand on met des éoliennes en mer, on est capable de produire de l'électricité
presque 24 heures sur 24. Parce qu'il y a du vent tout le temps. Parce qu'il y a du vent tout le temps et presque 365 jours par an. On peut le faire d'ailleurs dans des champs qui ont des puissances qui sont comparables à celles d'autres moyens de production, en particulier les centrales nucléaires. La France, pardon de citer cet exemple, il est caricatural, mais je pense qu'il dit quelque chose d'important. La France a décidé en 2013 et 2014 de lancer un certain nombre de projets de parcs d'éoliens en mer. Aucun de ces projets n'a vu le jour aujourd'hui. Il y a 5000 éoliennes en mer en Europe, il y en a 0 en France, du fait de l'accumulation de recours. Les optimistes pensent qu'au printemps prochain, on verra peut-être les premières éoliennes installées et connectées. Alors c'est des recours qui ont été faits au nom de l'environnement, oui, alors, ils ont été faits au nom de plein d'intérêts divers, au fond, je ne porte pas de jugement sur la qualité de ces recours. Ce que je dis simplement, c'est que 10 ans pour développer des installations de cette nature, c'est bien trop long. Il faut à nouveau, qu'il y ait des mécanismes de régulation qui conduisent à dire qu'un projet est acceptable ou non me choque absolument pas. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, développer des éoliennes en Allemagne, au Danemark, il faut 4 ans à peu près entre le lancement du projet et sa réalisation. En France, on est sur des délais qui sont plutôt entre 8 et 10 ans. Donc oui, le droit peut être un frein. Pas dans son principe, je rejoins tout à fait ce que Mme Duflot disait tout à l'heure, mais il est un frein dans sa mise en œuvre, dans la complexité, dans la multiplication des étages, dans la multiplication des voies de recours possibles. Et donc, il faut qu'on soit capable d'aller beaucoup plus vite. L'urgence climatique est là, elle ne nous permet pas de retarder autant des décisions qui sont prises d'abord par la puissance publique, puis mises en œuvre par des entreprises. Olivier Dauger, un peu même question. Est-ce que parfois l'avalanche de normes qui tombe sur les agriculteurs, on peut penser, ou des décisions qui sont, par exemple, l'interdiction prochaine, on suppose, du glyphosate, sans qu'il y ait forcément de solution de remplacement. On voit bien que des fois, est-ce que l'agriculteur aussi est soumis à des choses qui rendent l'avancée compliquée? Oui, je parlerai après du glyphosate et de la surtransposition, mais aujourd'hui en France, il y a plus de 30 zonages différents en matière réglementaire, en matière environnementale. D'accord. Donc quand vous êtes agriculteur avec des cahiers des charges qui ne sont pas les mêmes, malheureusement. Enfin, pas les mêmes, en tout cas différents en termes de ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Un agriculteur, c'est pas comme dans un grand groupe comme Engie, il est souvent seul ou avec un salarié ou un GAEC. Il n'a pas les moyens de vérifier toutes les lignes de tous les cahiers des charges qu'il peut avoir sur un même lieu. C'est ça qui est impressionnant. Moi, je suis sur une exploitation où j'ai plusieurs cahiers des charges de zonage différents. C'est-à-dire selon où vous êtes dans votre exploitation, c'est même pas les mêmes règles. Sur des mêmes parcelles avec des choses qui se cumulent. Donc il y a un problème de multiplication des normes. Je pense que je parlais tout à l'heure de normes qui évoluent très vite, mais il y a aussi un problème de surtransposition de normes. Il y a véritablement un problème de transversalité, parce que c'est des normes qui répondent à des enjeux différents. Et malheureusement, elles n'ont pas une approche globale, je dirais, pour un agriculteur. Il doit respecter indépendamment. Donc ça, c'est un frein, parce que l'agriculteur, forcément, il a du mal à... Il devrait le faire, personne, tout le monde doit être tenu à respecter le droit et à le connaître, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué, et il peut avoir un manque qui n'est pas forcément lié à une volonté, et du coup une amende et ainsi de suite, parce qu'on a quand même pas mal de contrôles. Donc forcément, oui, mais quand plus vous en avez, c'est contrôlé. Oui, on a des contrôles quand même régulièrement au niveau agricole, pas plus qu'ailleurs, mais on a des contrôles et forcément respecté. Je pense que la multiplication des normes, c'est important. La surtransposition aussi est importante, surtout quand on parle de souveraineté alimentaire. Moi, je suis d'une région qui est proche de nos amis belges, hollandais et allemands. Les règles ne sont pas les mêmes de l'autre côté de la frontière sur ces sujets-là. Les règles ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que nos usines françaises d'agro-industrie, elles vont chercher leurs matières premières à côté. Donc pour moi, il y a alors des règles environnementales, des règles sociales aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'empêche que c'est une réalité que vit l'agriculteur qui vit à 3 km de la frontière, il ne respecte pas les mêmes règles. Donc ça, c'est aussi cette surtransposition, surtout à l'époque où on parle de souveraineté alimentaire, ce qui est une très bonne idée, notamment dans le cadre des accords de Paris, de reterritorialiser les choses. Ça pose véritablement une question. Et vous parliez du glyphosate, c'est l'exemple. Aujourd'hui, on apporte des produits qui sont non seulement OGM, mais arrosés au glyphosate, qui est le soja sud-américain, où ils sont à des doses de 7, 8, 10 litres hectares de glyphosate sur du soja OGM, donc c'est une double peine, je dirais, mais il n'empêche que c'est celui-là qui rentre
Et l'Europe, aujourd'hui, autorise officiellement ces produits-là. Je dis bien autorise officiellement, c'est-à-dire qu'il y a un tampon d'entrée de l'Europe qui autorise le produit qui est complètement interdit chez nous. Je pense qu'il y a un côté un peu schizophrène aussi dans les mesures. C'est pour ça que nous, professionnellement, FNSEA, mais pas que FNSEA, on demande à ce qu'il y ait des clauses miroirs sur le carbone, sur les phytos, sur ainsi de suite, parce qu'on peut plus se permettre que l'agriculture soit un peu la contrepartie d'autres secteurs économiques dans les accords internationaux. Vous voyez, c'est ce côté. L'environnement peut fonctionner et peut ne pas bloquer, mais il faut impérativement... Le dernier petit point que je voulais dire, c'est on demande aussi un équilibre justement par rapport, notamment du principe de précaution, qui est un des grands principes aujourd'hui, par rapport aux autres principes de la Constitution, et notamment de la liberté d'entreprise, et notamment dans ce monde libéral dans lequel on vit au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs de respecter plein de clauses différentes, et en même temps les mettre sur un marché complètement libéral, et l'agriculteur retrouve dans le magasin à côté de chez lui des produits qu'il n'a pas eu le droit de produire lui-même. Je pense qu'à un moment donné, si on veut avancer sur le droit, il faut aller jusqu'au bout, parce que les agriculteurs ne sont pas du tout opposés à appliquer un certain nombre de cahiers de charges, ce n'est pas la question. La question, elle est du revenu derrière, c'est-à-dire de rentrer sur les marchés derrière. Si l'agriculteur n'a pas les moyens de rentrer sur le marché, c'est son exploitation qui est en péril. On importe de plus en plus d'alimentation en France, on importe plus de 50% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Dans le pays de l'alimentation, c'est quand même assez étonnant. Mais surtout, il y a une dérive depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des importations, une baisse des exportations en global. L'équilibre exportation-importation a beaucoup changé. Donc voilà, appliquons ces règles de droit. Encore une fois, appliquons-les en prenant la réalité du terrain au niveau agronomique, j'en parlais tout à l'heure, mais du terrain aussi au niveau économique. Ne mettons pas les agriculteurs dans des impasses, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans un certain nombre de niveaux. Et moi, je le vis sur mon secteur des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais. Je vois bien la différence entre les producteurs du Nord-Pas-de-Calais et les producteurs flamands qui sont juste à côté et qui n'appliquent pas les mêmes règles, qui ont des règles beaucoup plus pragmatiques. Normes européennes aussi, mais c'est pas... Oui, mais on a tendance à on ne va pas rentrer dans le débat sur les pesticides. On peut, bah oui, allons-y. On peut, mais je veux bien. Allons-y. Mais je veux bien. Moi, ça me dérange pas, mais il y a plus de produits, vous avez beaucoup plus de produits interdits en France qu'en Belgique. Je pense aux légumes, il y a plus de produits autorisés en Belgique qu'en France. Et les produits, ils finissent tous dans la même usine, hein, c'est pas grave, ils finissent tous en surgelé ou en machin dans le même magasin. Voilà, donc il y a un moment donné, c'est compliqué de dire on veut une agriculture sur le territoire, une agriculture de production de territoire, et la mettre sur un pied d'inégalité par rapport à d'autres producteurs à côté. Voilà. Cécile Duflot, vous vouliez parler des pesticides, ça tombe bien, c'était aussi, je voulais aussi en parler. Non, mais pas que des pesticides, je voulais juste réagir un tout petit peu à ce qu'a dit le président Longeot sur la question de l'écocide et des nouveaux délits, parce que je ne pourrais pas être là sans le dire. C'est un vrai recul, en fait, et tous les analystes l'ont dit, de demander un délit continu de 7 ans, etc., en ayant repris le nom, c'est un peu... un vrai travestissement. Donc on ne peut pas considérer que c'est une avancée. Personne ne considère... Il fallait utiliser le terme et faire semblant de le reprendre en le vidant de sa substance juridique. Donc on verra bien qui, un jour, éventuellement, au cas où, sera condamné sur la base de ce délit, qui est bien dans la loi, mais je pense que ça n'arrivera pas et je pense que c'était prévu pour que ça n'arrive pas, ce qui me fait faire le lien avec la question des normes et des surnormes. Il se trouve qu'avant de diriger une ONG, j'ai eu la chance, le bonheur et le plaisir d'être ministre, puis d'être parlementaire. Et ce qui est très intéressant sur qui produit la norme et pourquoi on la produit, il n'y a pas un gentil méchant imaginaire qui tout d'un coup dit tiens, on va faire plein de grosses normes. Et je peux vous dire que notamment sur le renforcement ou les difficultés d'installation d'éoliens ou d'éoliens en mer, ce n'est pas les écologistes qui sont les farouches opposants de l'installation de l'éolien en mer, historiquement. Donc, cet argument-là, c'est un argument assez paradoxal parce que parfois, ce sont ceux qui se plaignent de cet accroissement de normes qui parfois en sont les principaux promoteurs par leur travail de conviction, on va dire pour être poli, du législateur. Ça, c'est le deuxième point. Sur la question que vous posez de l'égalité face au droit, c'est une question intéressante, effectivement. Mais votre conclusion, c'est de dire qu'il faut rétablir entre principe de précaution et principe de réalité économique et que, en fait, c'est bien gentil tous ces trucs. Je traduis en langage courant, c'est bien gentil tous ces trucs écolos, mais tant que les autres ne le font pas, ça ne peut pas marcher.
Moi, mon problème, et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les agriculteurs allemands qui se sont lancés dans des exploitations plus intensives, etc., vivent ce qu'ils ont vécu avec le ravinement total d'une partie des terres sous les inondations. C'est-à-dire que la menace de la crise écologique, ce n'est pas un truc pour faire plaisir et de changer nos façons de produire, nos façons de consommer, et de manière assez radicale, ce n'est pas pour faire plaisir aux écologistes, c'est pour répondre à une nécessité qui est une nécessité d'humanité, c'est même pas une nécessité de planète. La planète peut vivre sans les humains, peut vivre sans aucune difficulté, elle rétablira son climat autrement. Et donc je pense que la question de l'évolution de la norme, et vous avez raison, il faut aller plus loin, et je dis qu'il faut que les produits en France soient produits sans pesticides et que nous n'importions pas de soja OGM, pas seulement parce qu'il a des pesticides, mais aussi parce qu'il contribue à la déforestation et à affamer les populations des pays où ils sont produits en Amérique du Sud. Donc, en fait, ce mode de développement est un mode de développement qui est destructeur pour le climat et aussi pour les humains. Et c'est vrai que pourquoi le droit peut être utile ? Parce que la fonction du droit, c'est de réguler le fonctionnement d'une société et d'aboutir à la paix et la concorde. C'est ça le but du droit. Et aujourd'hui, pour permettre la paix et la concorde, il faut être extrêmement offensif pour lutter tant qu'il est encore possible de le faire contre les émissions de gaz à effet de serre, mais je le dis déjà, et ça va être à mon avis un autre champ que le droit va devoir défricher pour travailler sur l'adaptation, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt dans notre pays. C'est d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, à 7h du matin, le maire de Marseille a dit à tous les parents « Gardez vos enfants à la maison, ne les envoyez pas à l'école ». C'est la grève des poubelles qui ont été emportées par des vagues de flots qui les ont emmenés dans la mer. Enfin, je veux dire, nos infrastructures ne sont pas prêtes, nos modes de production ne sont pas prêts. Et de toute façon, même si nous arrivons à rester sous les 2 degrés, on évitera l'énorme catastrophe, mais on se prendra quand même le mur. Et donc, il va falloir aussi que la norme travaille sur cette question de l'adaptation, puisque c'est la seule façon de nous contenir collectivement. Et si on écoute ce que disait Olivier Daugé, c'est que le problème de la norme, c'est la norme locale, c'est quoi? C'est au niveau européen que ça peut se passer? Parce qu'au niveau mondial, il ne faut pas rêver, on ne va pas réussir à faire un droit international. Moi, je ne rêve pas, je suis très lucide en fait, parce que retournons, 2 ans en arrière, 2 ans. Et puis on fait le même débat ici, et puis on vous dit qu'un jour, tout le monde portera le masque, qu'on aura cloué les avions au sol, qu'on aura mis 5 millions de personnes en télétravail en 24 heures en Ile-de-France, qu'on ne pourra plus se réunir à plus de temps dans une pièce, etc. Tout le monde aurait rigolé. Mais rigoler en disant ça n'existe pas. Et puis de toute façon, les Français, éventuellement chez les Allemands peut-être, mais alors les Français, jamais de la vie, ça n'existera. Et puis ça s'est passé, parce que la contrainte était là. Moi, ma désolation d'écologiste, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il nous arrive pour que les choses changent. Et ça arrivera aussi en Allemagne. Et je pense que la prise de conscience, elle est allée là assez vite, parce que en fait, la réalité physique va nous rattraper. Parce qu'on a vu l'urgence. Ouais. Et donc, comment on fait pour ne pas attendre aussi pour les agriculteurs. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait que cette alliance, elle est évidente pour une raison très simple. Ceux qui commencent à connaître les conséquences du dérèglement climatique, c'est les viticulteurs qui savent qu'une partie de leurs cépages ne vont plus être productifs. C'est ceux qui sont des sylviculteurs et qui voient dans le Morvan les résineux sécher sur pied. C'est ça qui se passe en fait. Et cette réalité-là, on a du mal à la voir, je pense, par déni, mais on sera obligé de l'affronter ensemble. Et pour ça, la norme et le droit et la garantie que ça se passe de manière commune, c'est-à-dire avec des règles identiques pour tous. Et bien sûr qu'il faut que ces règles-là dépassent le simple périmètre national, c'est une évidence. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-François? Oui, je voudrais simplement répondre, mais je ne suis pas là pour polémiquer, parce que je ne suis pas sûr que nous avancions en polémiquant ou en opposant telle ou telle décision des uns ou des autres, mais je crois qu'effectivement, vous pouvez avoir une interprétation, vous pouvez avoir une interrogation sur le renforcement des sanctions pénale qu'on a voté au Sénat et la mise en place du délit d'écocide. Mais je crois qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que c'est à travers cette loi, et uniquement à travers cette loi, que des sanctions ont été mises en place. Je crois que c'est très important quand même de le connaître. Effectivement, alors après on peut toujours dire qu'il y a peut-être eu des ajustements, il y a peut-être eu des choses, très certainement. Mais je crois quand même que cette loi a permis, effectivement, de mettre en place des sanctions. Et puis, pour répondre à votre question tout à l'heure sur l'application du droit, est-ce que c'est le droit, effectivement, qui est un frein? Alors, le droit peut être un frein, c'est vrai. Mais moi, je pense que les procédures administratives, sur de nombreux sujets,
Et l'interprétation du droit à travers l'étude du dossier ou à travers la procédure administrative est lui un frein. Je crois que c'est... Parce que vous savez, quand vous parliez des Hauts-de-France avec la Belgique, mais quand vous parlez d'un département à un autre, vous avez des instructions de dossier qui ne sont pas les mêmes. Vous avez des instructions de dossier qui vont plus ou moins vite d'un département à l'autre. Donc il y a effectivement cette interprétation qui n'est pas uniquement juridique, mais qui est une personnelle, hein, c'est normal. Moi, j'interprète un dossier d'une telle façon, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon, et c'est pas pour ça que j'ai raison et vous tort, mais je crois qu'il n'y a pas que le droit qui est un frein, il y a aussi l'interprétation et la procédure administrative qui, en France, il faut le reconnaître, est un peu, parfois quand même, très longue, et je le dis en tant que parlementaire, que parfois on n'y est pas pour rien non plus, parce qu'il faut qu'on puisse assumer ce que l'on fait. Merci à tous les quatre. C'était, on va dire, une amorce de débat. On pourrait continuer encore assez longtemps, mais on a déjà pas mal de retard. Mais je vous remercie infiniment. Et avant de passer aux perspectives internationales, on va faire un petit pas de côté avec le sociologue Jean-Baptiste Comby, auteur de La question climatique, maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas, chercheur au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias et au Centre nantais de sociologie. Sa tribune s'appelle « L'écologie à l'épreuve des hiérarchies sociales ». Non mais complètement d'accord avec vous. Je pense qu'on a montré qu'on était capable de changer. Je te fais un bisou. Ah mais par contre, en plus on est chez toi, je vais t'afficher. Dans les années 90 et 2000, l'enjeu climatique avait été confiné dans un Ça va comptable et surtout moral. En particulier, j'observais comment, à mesure que sa prise en charge médiatique et politique s'accentuait, le silence ou le brouillard sur ces causes structurelles s'épaississait au profit d'un cadrage individualisant. C'était le triomphe du New Public Management, des politiques qui dépolitisent en sortant les problèmes de la sphère publique des choix collectifs pour les cantonner à la sphère privée des comportements individuels. C'était déjà le triomphe du prêt à taux zéro, de l'éco-citoyen et de la fable du colibri. Je décris les logiques de cette dépolitisation dans le livre que j'ai publié en 2015, moment où, précisément, la teneur des discussions semble changer. J'ai donc repris mon baluchon de sociologue pour réaliser des ethnographies au cours de cette année historique de l'accord de Paris. Et ce que j'entends alors, c'est un discours qui n'efface pas le précédent, mais le complète. Il faut non seulement que les individus fassent leur part et changent leur mode de vie, mais il importe également de décarboner l'économie, et plus, de faire advenir des sociétés post-carbone, des sociétés décarbonées. Voilà la belle affaire. Voilà qui était bien nouveau. Et si le politique et l'institution du social, alors les signaux étaient au vert. L'écologie allait être déconfinée et enfin devenir une question pleinement politique. Mon enthousiasme fut de courte durée. Car ce que j'observe surtout depuis le 2015, c'est la mise en scène d'une transformation des sociétés sans transformation sociale. C'est-à-dire que, d'une part, des changements concrets s'observent dans de nombreux secteurs d'activité. On l'a vu, l'énergie, l'agriculture, le transport, les modes de fabrication et d'approvisionnement ou encore la finance. Mais que d'autre part, la portée de ces écologisations demeure fortement limitée et insuffisante, dans la mesure où celle-ci s'opère dans un cadre politique inchangé. L'analyse des politiques publiques de l'environnement mise en place à différentes échelles depuis une trentaine d'années nous rappelle donc la très forte inertie de nos sociétés. Et elle nous indique, cette analyse, que cette inertie n'est pas tant faite de blocage que d'incessants changements. L'enjeu écologique est ainsi un laboratoire idoine pour décortiquer les processus qui, sous couvert de nombreux changements, reconduisent le statu quo. La ruse de cette philosophie conservatrice du changement permanent cher à Lampedusa, l'auteur du départ, consiste à laisser les hiérarchies sociales en dehors du périmètre de ce qui est légitime de changer. L'écologisation des modes de vie nous offre alors une illustration parlante de la manière dont on peut transformer la société sans transformer leur matrice sociale, c'est-à-dire en épargnant les hiérarchies sociales, qu'elles soient scolaires, professionnelles et salariales, genrées ou encore territoriales.
Et l'étude de cette écologisation du quotidien montre tout le temps que l'on perd et toutes les ressources que l'on gaspille quand on s'efforce de changer les techniques et les pratiques sans toucher à ce que le politiste Jacques Lagroix nommait l'architecture des rapports sociaux. Donc, depuis une quinzaine d'années, trier ses déchets, faire attention à ses dépenses d'eau et d'énergie, isoler son logement, privilégier le vélo ou le covoiturage, et plus généralement être réflexif sur ses pratiques de consommation, tout cela constitue une norme distinctive de savoir bien vivre. Des millions de comportements ont ainsi été verdis par des millions de Français. Et les émissions de gaz à effet de serre du pays baissent, mais elles baissent si peu et si lentement. Ça a été rappelé par Cécile Duflot, un rapport du cabinet d'expertise Carbone 4 a calculé qu'au mieux du mieux, dans une improbable perspective maximaliste, la réduction des émissions nationales par le biais des changements individuels pourrait être de l'ordre de 25%. On le sait, ça a été dit, pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, il faut alléger le budget carbone national de 80%. Alors, comment expliquer la dramatique insuffisance de ces pourtant si nombreuses gesticulations écologiques ? Une première raison est que les marges de manœuvre individuelles sont étroitement dépendantes des infrastructures disponibles, de l'aménagement du territoire et de modes de production politiquement soutenus. Dans de nombreux territoires, par exemple, l'usage de la voiture est rendu inévitable par l'absence de mode de transport alternatif ainsi que par la dispersion des lieux de travail, de consommation ou de soins. Une seconde raison est que les catégories sociales les plus disposées, les plus en capacité à verdir leur mode de vie, ce sont les catégories les plus favorisées. Donc celles aussi dont les styles et standards de vie les amènent, en dépit de leurs intentions écologiques, ou de leurs bonnes intentions écologiques, les amènent, ces styles et standards de vie, à émettre en moyenne au moins 2 fois plus de gaz à effet de serre que les ménages moins favorisés. Dans la littérature internationale, la vingtaine d'études économétriques publiées depuis 2008 pour quantifier les émissions carbone des modes de vie, ces études constatent toutes que le niveau de revenu surdétermine la propension à chauffer l'atmosphère. Et pour bien saisir comment les plus fortunés émettent davantage de gaz à effet de serre que les familles modestes, y compris quand ils écologisent leurs dépenses, il faut apercevoir qu'ils agissent par compensation, ici ou là, sans réviser la structure de leur mode de vie, ici et là. Les efforts à certains endroits sont ainsi largement contrebalancés par le maintien de pratiques très polluantes. On mange bio, mais on roule en SUV. On installe des panneaux solaires, mais on traverse l'Atlantique par les airs 4 fois par an. Autrement dit, verdir n'est pas dépolluer. Si l'on se tourne maintenant du côté des classes populaires, on constate 5 choses. Premièrement, qu'elles ne sont pas moins préoccupées que les autres par les dégradations environnementales, mais qu'étant moins à même de verdir un quotidien déjà très contraint, elles profitent moins des gratifications ou marques de reconnaissance associées au civisme écologique. 2, que ce sont pourtant elles, ces classes populaires, dont les modes de vie sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre et les moins dangereux pour la planète. 3, que c'est pourtant à elles qu'on demande le plus d'efforts. 4, que ce sont aussi celles qui ont les accès les plus restreints aux aménités et ressources naturelles. Enfin, que ce sont celles qui souffrent le plus des pollutions et autres dégâts environnementaux. C'est cela, l'injustice écologique. C'est le cumul de ces inégalités. Et il serait vain de vouloir corriger ces asymétries les unes après les autres, précisément parce qu'elles font système et résultent d'un même antagonisme social dont le mouvement des Gilets jaunes a offert une expression inédite. La leçon d'écologie politique délivrée par ce mouvement correspond à ce que, avec d'autres chercheurs, nous observons dans nos travaux au sein des classes populaires. 1. Le refus de payer les coûts d'une pollution dont elles ne sont pas responsables. Et 2. Une critique fondée sur le réalisme modeste de leur style de vie, une critique de la prétention des classes privilégiées à sauver individuellement la planète en urinant sous la douche. Et donc, résumons. Nous avons là 2 énigmes. La première, pourquoi autant de changements produisent aussi peu d'effets ? La seconde, comment se fait-il que de tous ces changements sortent renforcés des hiérarchies sociales favorisant les modes de vie les plus insoutenables pour la planète ? Eh bien, parce que les conceptions dominantes du changement n'intègrent pas le fait que la société, ce n'est pas une addition d'individus ou de secteurs d'activité juxtaposés les uns à côté des autres. La société, c'est une configuration d'individus ou de secteurs d'activité en relation les uns avec les autres. Or, ces relations sont hiérarchisées. Et les sciences sociales nous apprennent que ce sont elles, ces relations hiérarchisées, plus que les individus ou les secteurs d'activité, qui charpentent la société. La transformation sociale suppose donc d'agir sur ces relations hiérarchisées, c'est-à-dire sur des rapports de pouvoir desquels découlent les critères de la réussite, de ce qu'est une vie réussie et de ce qui compte dans la vie. Or, ce n'est qu'en transformant ces principes de classement et les rapports sociaux qui les sous-tendent que pourront s'opérer ensuite des changements cette fois profonds et durables, tant dans les domaines de la pratique individuelle que dans les différents secteurs d'activité. L'enjeu écologique ne cesse de buter sur les hiérarchies sociales.
Or, pour éviter de basculer au-delà des 9 limites planétaires mises en évidence depuis 2019 par Johan Rockström et ses collègues, il n'est d'autre choix que de permettre à l'écologie de franchir cette épreuve des hiérarchies sociales en engageant la mère des batailles politiques, celle du pouvoir et de sa distribution. Alors, le droit peut-il être un levier pour rebattre en profondeur et durablement les cartes du pouvoir de décider, du pouvoir de faire, de défaire ou de faire valoir? Car, sauf à imaginer résoudre les problèmes avec ceux qui les créent, l'enjeu est aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire ceux qui détiennent le pouvoir. Pouvoir qui, dans ce que Karl Polanyi qualifie de société de marché, ne peut qu'accentuer la mise en péril de l'habitabilité de la planète Terre par les êtres humains dans les prochaines décennies. Merci Je vous remercie. beaucoup, Jean-Baptiste Comby.